En France, on a un réel problème avec la douleur de l'accouchement. Mais le problème vient pas des personnes enceintes, je t'explique. La première chose à laquelle on pense quand on parle d'accouchement, c'est la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. Ça, c'est notre culture judéo-chrétienne, qu'on soit croyante ou non d'ailleurs, mais qui nous entoure. On baigne dedans, qu'on le veuille ou non. Et ça n'a l'air de rien, mais ça pèse hyper lourd dans ton inconscient. Sans compter les récits de l'accouchement traumatique de ta vieille tante qui te raconte ça à l'occasion au repas de Noël, et puis les représentations d'accouchement traumatique qui sont partout, en fait, dans les séries, à la télévision, dans les films, avec des femmes qui sont forcément allongées sur le dos, forcément en train de hurler, avec un médecin entre les pattes. Donc tout ça, ça fait que c'est inscrit dans nos cellules. Puisqu'on nous le dit et qu'on nous le répète inlassablement, la douleur de l'accouchement, c'est un truc insoutenable, insupportable, qu'on ne peut pas gérer. Sauf qu'en réalité, les discours ils devraient être quand même un peu plus nuancés. Déjà parce que les récits de personnes qui ont accouché de manière naturelle, sans que ce soit horrible, qui ont eu des accouchements sans douleur, ils existent, ces récits. C'est juste que soit on les entend pas, parce qu'ils sont pas assez importants par rapport à la masse d'accouchements traumatiques, soit parce qu'on se dit que ces personnes, ce sont des exceptions et qu'elles ont eu de la chance, mais non, ce ne sont pas des exceptions. Et puis il y a ce truc typiquement français, donc oui, l'imaginaire judéo-chrétien, c'est pas qu'en France, mais c'est quand même très ancré en France. Les séries, on y a accès en France, mais pas uniquement. Ce qu'on a aussi beaucoup en France, et de plus en plus dans tous les pays occidentalisés, c'est cette vénération du système médical. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les médecins, c'est très bien qu'on puisse soigner des cancers ou ouvrir une personne qui a besoin d'une opération à cœur ouvert, c'est merveilleux. Mais considérer l'accouchement comme un événement qui a besoin d'aide médicale, ça c'est très français. Je vous le rappelle, c'est Louis XIV, le premier qui a voulu voir ce qui se passait quand sa meuf elle accouchait, qui a demandé au médecin, du coup, allongez-la sur le dos, comme ça vous vous mettez au milieu, comme ça moi je peux voir. Ça vient de là, donc oui, ensuite ça a été exporté dans tous les pays, parce que les médecins, ils étaient très rares, donc tout ce qui était pratiqué, t'avais quelques livres qui étaient publiés et qui étaient ensuite traduits dans d'autres langues, donc oui, quelque chose qui s'est passé chez nous à cette époque-là, ça a pu voyager dans le monde entier. Et aujourd'hui, on en est là. Donc on a ce bagage quand même qui est hyper lourd. Mais quand même, quand on se décentre un peu de notre petit noyau, de notre petit nombril français, c'est quand même pas comme ça partout. Typiquement aux Pays-Bas, 85% des personnes accouchent sans péridurale. En Angleterre, c'est 60%. En France, on est entre 10 et 15% de personnes qui accouchent sans péridurale. Et bien souvent, c'est parce que l'accouchement a été trop rapide, donc la péridurale n'a pas pu être posée. Il y a aussi un petit pourcentage des personnes qui accouchent à domicile. Mais l'accouchement sans péridurale, dans notre culture, en France, ce n'est pas une option. Moi, quand j'ai parlé de mon projet d'accoucher sans péridurale, on me ricanait au nez. Est-ce qu'on peut se rendre compte? Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de soutien. Les gens te disent « Mais ma pauvre fille, enfin, accoucher sans péridurale, mais c'est pas possible. Accoucher, tu sais, c'est pas rigolo, ça fait mal. » Ou alors, l'argument d'autorité suprême « Tu te fais bien une anesthésie quand on t'arrache une dent. Bon alors, pourquoi tu voudrais souffrir ?» Ces réflexions-là, va dire ça à quelqu'un aux Pays-Bas, la personne, elle va te dire « Mais enfin, ça n'a rien à voir. » Donc il y a plein de choses. Il y a aussi, par exemple, le poids de l'État. Nous, en France, si tu veux accoucher, par exemple, chez toi, avec une sage-femme à domicile, t'es pas remboursé par la sécurité sociale, t'as certaines mutuelles qui peuvent couvrir une partie des frais, mais le système français ne soutient pas les accouchements ailleurs qu'à l'hôpital et avec la péridurale, parce que accoucher à l'hôpital, ça augmente quand même les chances et les envies de prendre la péridurale, évidemment, c'est normal. Mais typiquement aux Pays-Bas, l'accouchement à domicile, il est aussi bien soutenu parce que t'as plein d'aides de l'État pour que les personnes puissent accoucher où elles veulent et comme elles le veulent. Je pense aussi qu'il y a un gros poids générationnel. Les générations précédentes, de nos mères, nos grands-mères, elles ont vu l'arrivée de la péridurale et de la généralisation de l'enfantement à l'hôpital comme une super avancée scientifique, comme un progrès, comme un signe du progrès. Et tout ça, ça a rendu les accouchements à la maison et naturels un peu comme un truc de sauvage, ringard et dépassé. Tout ça, ça a été vécu comme un outil majeur de l'émancipation des femmes, avec les couches jetables, le lait en poudre. On a perçu toutes ces innovations comme des outils qui allaient aider les femmes d'une manière ou d'une autre. Et c'est effectivement ce qu'on peut se dire que ça produit quand on regarde à court terme, mais en vérité, c'est pas ça qui se passe. La péridurale, ça nous ôte toutes nos capacités décisionnelles, toutes nos capacités physiques,
On pourra se reparler de tout ce que ça fait dans une autre vidéo si vous voulez, de tous les risques en plus. Les couches jetables, c'est un désastre écologique. Le lait en poudre, c'est pareil, à part couper la dyade bébé-maman pour que maman puisse retourner bien rapidement au travail, continuer d'engraisser le capitalisme et les sociétés et les plus riches, ça fait pas grand-chose. Donc après ça, je sais que c'est un sujet qui est différent, l'allaitement. On pourra aussi s'en parler dans une autre vidéo. Mon but, c'est absolument pas de culpabiliser les personnes qui ne veulent pas allaiter avec leur sein, qui préfèrent donner le biberon, mais il y a aussi une construction mentale autour de ça dont je pense qu'il est important de parler, mais on pourra faire ça plus tard. On reste sur la douleur de l'accouchement. Mais en gros, effectivement, l'idée de cette génération, nos mères, nos grands-mères, là, l'idée c'était d'arriver à être l'égal des hommes, de pouvoir avoir un quotidien comme celui des hommes, de travailler autant que les hommes, en se disant, moi aussi, je veux mon indépendance, je veux pouvoir vivre ma vie comme un homme, etc. Mais ça, c'est une chimère, ce n'est pas possible. Les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, au même temps de travail passé, aux mêmes échelons, donc ça, c'est une chimère. On croit qu'on peut accéder aux mêmes choses que les hommes, mais pas du tout. De 1 et de 2, travailler comme un homme qui réussit, ça veut dire passer ses journées au travail pour engraisser une société ou des gens qui ont déjà plein d'argent, rentrer tard chez soi, partir tôt de la maison, donc ne pas voir sa famille, ne pas voir ses enfants, donner ses enfants à garder à des femmes qui gagnent, elles, très peu d'argent, ou alors les laisser à la maison avec la mère qui donc ne gagne pas d'argent. Donc il y a un truc qui est pris à l'envers. Peut-être que ce qui serait plus intéressant, ce serait que tout le monde se mette au niveau des femmes. Et donc là, je fais comme si je baissais le niveau, mais pas du tout. C'est juste, peut-être que oui, on n'a pas besoin de vouloir gagner plein d'argent et de vouloir passer plein de temps au travail. Peut-être qu'on devrait tous se dire, bah non, peut-être que des semaines de 4 heures, c'est une bonne idée, des journées de 6 heures, c'est une bonne idée. Comme c'est le cas dans plein de pays, faut aussi le rappeler, il y a que en France qu'on a ce truc aussi du présentéisme, où il faut montrer qu'on est là dans l'entreprise pendant longtemps, tous les jours, parce que sinon on va penser qu'on est des feignasses. Ça, c'est très français aussi. T'as pas ça dans les cultures germaniques notamment. Les gens, ils arrêtent de bosser à 15 heures et ils passent du temps avec leur famille. Bon, grosse parenthèse que je referme. Et bon, après il y a aussi ça, ça c'est mon côté très féministe qui parle, mais tout ça c'est intrinsèquement lié, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais clairement, l'image du corps de la femme ou de la minorité de genre comme défaillant, c'est un outil hyper efficace du patriarcat. Parce qu'en nous martelant que accoucher ça fait trop mal, qu'on n'y arrivera jamais, que nos périnées vont se déchirer en deux, que nos corps ils vont pas réussir à mettre au monde nos bébés et qu'on a absolument besoin de la toute-puissance médicale, il y a quand même une grosse symbolique masculine dans la puissance médicale. Tout ça, c'est pour nous faire croire à nous, femmes ou minorités de genre, qu'on n'est pas capable. Et si t'es pas capable d'accoucher, t'es capable de rien en fait. Faut pas minimiser l'importance que ça peut avoir le fait de se dire bah oui non mais de toute façon j'y arrive pas, je prends la péridurale et c'est super. On parle pas que d'accouchement. Tout ça, ça a des effets sur toute ta vie, sur tout ton comportement, sur tout ce que tu penses être à l'intérieur de toi. Mais c'est pareil, il faudrait qu'on fasse un autre épisode là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que se dire qu'on aura forcément besoin d'une entité supérieure, ça alimente un rapport de domination entre, les dominants, les hommes, les médecins, et les dominés, les femmes, les non-sachantes, qui est hyper malsain en fait. On ne devrait pas être dominé. C'est pas parce qu'on n'a pas fait 10 ans d'études pour savoir comment réparer un cœur ou des coronaires qu'on n'est pas capable d'enfanter nos bébés. Ça n'a rien à voir. Bon, venez, on se fait un petit focus sur la douleur. C'est quoi la douleur ? Le dictionnaire le dit, c'est une sensation pénible, ressentie dans une partie du corps, mais il y a aussi la notion de douleur morale qui ne correspond pas forcément à une douleur ressentie dans une partie du corps. Donc la sensation pénible, on la voit bien, tu mets ta main au feu, ça te brûle, tu comprends qu'il faut retirer ta main et tu le feras plus. Et surtout, t'as sauvé ta main. C'est pas mal. Et ce serait aussi ça l'idée qui est développée par certains chercheurs dont Paul Brandt. C'est un chirurgien qui a écrit un livre qui s'appelle Pain, The Gift Nobody Wants, qu'on peut traduire par la douleur, le don dont personne ne veut. C'est de se dire qu'en fait, la douleur, elle sert à nous protéger. Avec l'exemple de la main au feu, on voit bien. Ce serait pas cool qu'on laisse la main dans le feu parce qu'après, elle va être toute calcinée, toute détruite, on pourra plus s'en servir. Mais on sait aussi que, et ça c'est une sage-femme qui le dit, qui s'appelle Maïti Trélin, vous avez peut-être lu son bouquin qui s'appelle J'accouche bientôt, que faire de la douleur. Ce livre est absolument génial, pépite, lisez-le. Et elle dit clairement, une douleur physique peut faire psychoter et une douleur morale peut faire somatiser. Typiquement, aujourd'hui, on voit bien à quel point les douleurs morales, genre le stress, les dépressions, ça peut se retranscrire dans le corps. T'as plein de maladies auto-immunes qui sont générées par le stress, les douleurs au bide quand j'enregistre cette vidéo et que j'ai peur de dire n'importe quoi, ou avant d'aller à un rendez-vous, t'as mal à la tête, t'as des céphalées, t'as mal au ventre, c'est ta tête qui crée de la douleur. C'est pas juste dans la tête, ces maladies mentales, c'est aussi dans le corps. Mais il y a aussi ce truc de se dire, si il se passe quelque chose dans ma tête, ça se passe dans mon corps. Si je me dis que je vais avoir mal, si j'ai peur de la douleur, potentiellement je crée cette douleur, ou à minima, j'augmente la sensation de douleur. Bon, je dois aussi dire que moi j'ai une expérience particulière de la douleur de l'accouchement. Pour mon premier accouchement, j'étais à l'hôpital, et j'ai vécu
vécu, je pense, ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que j'ai hurlé de douleur. C'était insoutenable, insupportable. Vraiment, les contractions, j'étais terrassée. Je ne pouvais pas bouger. Je me sentais complètement démunie et je peux dire que j'ai souffert de cet accouchement. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte cet accouchement-là. Pour mon deuxième accouchement, je m'étais préparée complètement différemment. Je voulais accoucher chez moi. Je voulais accoucher avec une sage-femme si possible, mais j'avais pas trouvé de sage-femme hyper sympa, donc j'avais décidé d'accoucher sans sage-femme, juste avec une doula. Mais en gros, je ne pouvais compter sur personne. C'était que moi. Parce que quand tu vas accoucher à l'hôpital, tu te le dis ça. Tu te dis, je vais à l'hôpital parce que je vais peut-être avoir besoin d'aide. Donc forcément, tu te conditionnes. Là, pour mon deuxième accouchement, j'ai dit bah non, je vais accoucher chez moi. Pourtant, j'avais eu les immenses douleurs de mon premier accouchement, mais ça m'a pas freiné. Enfin, je me suis dit, on verra bien quoi. Mais je m'étais mis dans la tête, je vais gérer mon accouchement. Je suis suffisante pour mettre au monde mon bébé. Et je suis persuadée que ça a absolument tout changé. Pour mon deuxième accouchement, j'ai eu aucune douleur. C'était intense, j'ai bien ressenti plein de trucs qui se passaient, mais j'ai pas eu de douleur. Le seul moment où j'ai eu mal, c'est quand j'ai essayé de m'allonger pendant une contraction, et là j'ai bien senti que c'était pas du tout une position qui était ok pour moi. Mais tout le reste, j'ai même pas eu de phase de désespérance. Et l'expulsion du placenta, c'était vraiment comme si j'avais envie de vomir par le bas. C'est moche, mais je trouve que c'est très parlant, parce que c'est vraiment ce dont j'ai eu l'impression. Donc avec le recul, je pense que évidemment le lieu de l'accouchement a joué, mais c'est surtout mon état d'esprit. Et on n'en saura jamais rien, en vérité. Si ça se trouve, j'aurais été accouchée à l'hôpital pour mon deuxième et j'aurais eu aucune douleur aussi. On saura jamais, mais j'en doute. Pour mon deuxième accouchement, je me suis préparée à être suffisante. Je me suis vraiment éduquée, encore plus que pour mon premier. J'ai lu des livres, écouté des podcasts, j'ai lu des études et je me suis nourrie surtout de récits positifs. J'ai écouté des personnes raconter leur accouchement seules, sans douleur, sans assistance médicale. Et je me suis connectée à toutes ces personnes, je me suis dit, mais évidemment, mais moi aussi je peux le faire. L'idée, c'était vraiment de contrebalancer toute cette peur qui m'entourait depuis 33 ans, de me dire, l'accouchement c'est horrible, l'accouchement c'est douloureux, l'accouchement il faut la péridurale, et contrebalancer tout ce formatage, bah, ça demande du travail, c'est clair. Mais voilà, j'avais bien en tête, je suis programmée pour ça. Mon corps, il saura accoucher. J'avais un peu d'appréhension par rapport aux douleurs des contractions, parce que ma première expérience avait vraiment été traumatisante, mais je me doutais que la douleur que j'avais ressentie alors, c'était dû à des facteurs précis. Par exemple, j'étais pas dans une position qui me faisait du bien, j'étais coincée comme ça, à moitié assise dans une piscine d'accouchement, j'osais pas me mettre dans d'autres positions, j'avais pas de soutien émotionnel, la douleur que j'avais à l'époque, elle était vraiment pas bonne. Donc j'étais pas dans des bonnes positions, et j'étais dans un environnement qui me confortait pas dans ma confiance en moi, en fait. Et pour mon deuxième, c'était très différent. Allez voir la vidéo, je vous mets un petit lien quelque part là, où je raconte cet accouchement. Ah oui, et surtout, j'avais vachement intégré ce précieux conseil. Donc d'abord, garder le mouvement, changer de position si j'en ai besoin. Et le mantra bouche molle, col mou. Genre, si tu veux que ton col de l'utérus, il se détende et qu'il s'ouvre, que ton périnée, il s'ouvre, il faut aussi que tu détendes ta mâchoire. Ça marche aussi bien avec les mains d'ailleurs, et avec tout le corps. Chercher à se détendre. Et clairement, moi, de me focaliser sur la détente, ça m'a vraiment aidé. Et j'ai bien vu la différence avec mon premier accouchement, où les douleurs étaient tellement terrassantes que je me crispais complètement comme ça, tout entière. Et je pense que ça accroissait la sensation de douleur. Donc clairement, moi, j'ai eu deux expériences diamétralement opposées et j'ai très envie d'en tirer des conclusions. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas une seule manière de vivre un accouchement et qu'une personne peut rester complètement dans la détente et peut ressentir beaucoup de douleur aussi. Je pense qu'il y a aussi une dimension d'avoir peur de la douleur. Peut-être qu'il faut travailler sur ses peurs et se dire que la douleur, elle peut être simplement une indicatrice qu'il se passe quelque chose et que c'est ok. Et bien souvent, on pense qu'on a besoin de la péridurale parce qu'on va mourir et qu'on va jamais y arriver, mais en vérité, ce dont on a besoin, c'est de soutien. C'est qu'on nous dise, oui, t'as mal, c'est ok, c'est normal, t'es en train de le faire, ton bébé, il arrive là, ton bébé, il arrive. T'es en train de faire comme toute l'humanité avant toi l'a fait. Ça fait que 70 ans qu'on accouche avec péridurale. On a vécu des millénaires avant ça, sans péridurale. Et tout allait très bien. Je ne dis pas, enfin, qu'accoucher, ça ne fait pas mal. Je dis juste qu'il faut revoir la narration autour de l'accouchement et de la douleur de l'accouchement. Parce qu'on nous fait croire des trucs. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'aidera énormément à continuer à créer ce genre de contenu. Venez me voir sur TikTok et Instagram, je partage du contenu qui est très complémentaire. Et abonnez-vous à ma newsletter aussi. Je l'envoie 1 à 2 fois par mois. Je vous mets un lien en description. À bientôt!